Paris, visiter Paris avec sa fille. Régis est enchanté. Paris est ensoleillé, ils se mettent à passer des moments dans les parcs, ils vont dans les musées. Ils découvrent toutes sortes de peintures, de sculptures. Et dans les parcs aussi, il y a des sculptures. Ils prennent le bateau-mouche, ils se promènent, ils vont à l'île Saint-Louis, ils mangent des glaces de chez Bertillon. Non, vraiment, il est enchanté, sa fille est vive. Elle rebondit à tout, elle pose 1000 questions. C'est un voyage charmant. Au bout du deuxième jour, ils sont un peu fatigués et ils se promènent dans le Marais et ils passent devant le musée de la chasse. Comme il y a des expositions sur les animaux, tout naturellement, ils rentrent dans le musée. Ah oui, il y a des animaux partout. Ah, ils sont beaux les chimpanzés. Oui, bien sûr, ils sont beaux les lions. Il y a toutes sortes d'animaux. Et les ornithorynques. C'est un peu un collage de tous les animaux. Il découvre plein de choses et elle a 1000 questions. Et pourquoi on chasse les animaux? Ah ben on chasse les animaux, c'est pour manger. Oui, mais toi, tu chasses pas les animaux? Ben non, c'est parce que je sais pas pourquoi, mais on chasse plus les animaux maintenant. Enfin, si, il y a des chasseurs, mais les chasseurs, c'est pour s'amuser, c'est pour se distraire. Enfin, ils mangent quand même les animaux qu'ils chassent. Il a l'impression d'être tout bête, il ne sait pas répondre aux questions. Et pourquoi les tortues, elles vivent plus longtemps alors qu'elles sont plus lentes que les lièvres qui passent à toute vitesse? Oui, c'est vrai, c'est peut-être parce qu'ils sont plus fatigués, plus rapidement. Et pourquoi les araignées font leur toile? Ah, ça c'est pour attraper leur proie. Eh oui, les araignées vivent dans l'ombre, mais elles ont une stratégie. Et comment elles font leur premier fil? Je ne sais pas, elles le lancent. Et pourquoi les moustiques n'ont pas peur des lions? Et pourquoi les vaches n'arrivent pas à écraser la mouche qui les embête? Que de questions, il ne sait pas quoi répondre. Il a l'impression que les animaux sont comme des symboles de l'humanité, comme des reflets des humains. Ils ont leur côté pile, leur côté face, alors il répond comme il peut. Et ça lui fait penser à ce jardinier, cette histoire de jardinier qui est en train de cultiver ses salades. Et à un moment donné, il y a un voisin qui passe qui lui dit: tu as vu, il y a un escargot qui est en train de manger tes salades. Alors moi, si j'avais un conseil à te donner, tu devrais l'enlever, l'escargot. Il dit: c'est vrai, tu as raison. Et il prend l'escargot, le jardinier, il le met sur le chemin. Et à ce moment-là, passe un homme sur le chemin et qui dit au jardinier: hé jardinier, pourquoi tu mets cet escargot sur le chemin? Il va se faire écraser, c'est pas bien. Ton escargot, il était vraiment bien dans ton jardin. C'était sa vie, pourquoi tu le changes? Et là, tu le mets en danger. Le jardinier a répondu: oui, c'est vrai, tu as raison. Il a remis l'escargot dans le jardin. Or, il y avait la femme du jardinier qui était à sa fenêtre. Elle a dit: hé mon mari, je t'ai entendu. Alors un homme te dit une chose, tu lui dis: tu as raison. Et un autre te dit le contraire et tu lui dis: tu as raison. Tu ne peux pas donner raison à tout le monde. Et le jardinier répond: oui, ma femme, c'est vrai, tu as raison. Régis avait l'impression d'être un peu comme le jardinier, en train de jardiner les questions comme il pouvait, sans avoir véritablement de réponse, mais il avait l'impression que tout lui parlait, comme si la nature était un enseignement perpétuel pour les humains. Il en prenait plein les yeux, il en apprenait beaucoup plus encore que sa fille. À la fin de la visite, quand ils sont passés devant le chat sauvage, il lui a dit: regarde comme il est beau ce chat. Et à ce moment-là, elle s'est mise à pleurer, elle a éclaté en sanglots. Elle était triste de voir qu'un si bel animal pouvait être mort et empaillé. C'est vrai qu'il était beau, on aurait presque dit qu'il était vivant, on pouvait le toucher, il était empaillé, mais il était mort. Elle était inconsolable. Régis a essayé de lui raconter des blagues, rien à faire. Lui chanter des comptines, rien à faire. Alors il l'a emmené à la cafétéria, ils ont pris un petit goûter. Et puis comme il n'arrivait pas à sécher ses larmes, il lui a dit: tu veux que je te raconte une histoire de chat? Il a vu dans ses yeux que ça lui ferait plaisir. Lui, il n'avait pas d'histoire de chat, mais il s'est souvenu vaguement que quand il était petit, on lui avait raconté l'histoire du chaboté. Alors très vite, il s'est lancé. Il a dit: c'est l'histoire d'un chat qu'on appelait le chaboté. Enfin, au départ, c'est l'histoire d'un meunier. C'était un meunier qui avait 3 enfants. Et ce meunier était à la fin de sa vie.
Alors il a fait venir ses enfants, puis il leur a dit « Je vais vous donner votre héritage. » Il a dit à l'aîné « Quand je serai parti, toi tu vas hériter du moulin. Toi le second, tu hériteras de l'âne. Et toi ?» Il n'avait plus rien pour le petit, il a dit « Tu prendras le champ. » Voilà. Puis le jardinier s'en est allé, et chacun a récupéré son bien. La fille de Régis ouvrait les grands yeux. Elle lui a dit « Mais papa, c'est pas normal, pourquoi il donne pas la même chose à chacun ?» Régis savait pas trop quoi répondre, mais il a dit mais tu sais, si tu réfléchis bien, le premier, il va avoir le moulin, c'est beaucoup, il a tout, mais il va devoir travailler très très dur et continuer le travail de tous ses ancêtres. Alors que le second a un âne, eh ben, il va pouvoir bouger, se promener, mais c'est vrai qu'il va vivre chichement, pauvrement. Quant au troisième, il n'a rien, enfin, il a un chat, mais ça lui fait plaisir d'avoir un chat, il peut jouer avec, comme toi tu aimes jouer avec les chats. Et puis d'ailleurs, ce chat, c'est son imagination. Il peut imaginer tout ce qu'il veut. Tu veux que je continue la suite? Elle a fait oui. Il a dit d'ailleurs, ce chat, un jour, il a dit à son maître pauvre, « Je peux faire votre fortune, maître. Il suffit que vous me donniez un sac et des bottes, et je gagnerai toutes les choses pour votre avenir. Je serai votre chance. » Alors, le maître pauvre a fabriqué un sac, et puis il a acheté des bottes pour son chat. Et le chat est devenu le chat botté. À partir de ce moment-là, le chat est parti dans les champs avec un sac. Avec le sac, et il s'est allongé dans les champs, il a fait semblant de dormir, il a laissé le sac ouvert avec des graines, et un lapin est venu dans le sac manger les graines. Le chat a tiré le cordon et il a attrapé le lapin. Il s'en est allé voir le roi et il a dit « Majesté, je vous offre un lapin de la part du marquis de Carabas. » Oh, a dit le roi, mais c'est vraiment gentil, je ne connaissais pas ce marquis de Carabas, mais c'est un beau cadeau qu'il me fait, il faudra le remercier. Le lendemain, le chat a attrapé 2 perdrix. « Majesté, c'est le marquis de Carabas qui vous les offre. » Quelle gentillesse, quelle générosité, remerciez-le. Et tous les jours, c'était comme ça. Et puis un jour, le chat botté a dit à son maître pauvre « Aujourd'hui, allez à la rivière, baignez-vous, et quand le carrosse du roi passera, faites semblant de vous noyer, criez. Et à ce moment-là, votre fortune est faite. » Et c'est ce qui s'est passé. Ce jour-là, le maître pauvre est allé se baigner. Pendant ce temps-là, le chat a caché ses habits dans un fourré, et puis il a attendu. Et quand le carrosse du roi est passé, parce qu'il s'en allait en promenade avec sa fille et toute sa cour, ils ont entendu des cris, ça venait de la rivière. Et le chat s'est précipité vers le carrosse, il a dit « Majesté, Majesté, c'est le marquis de Carabas qui est en train de se noyer. » Et pendant qu'il se baignait, on lui a volé tous ses habits. « Ah, dit Majesté, le marquis de Carabas qui m'a donné tant de présents. Allons vite le sauver et donnez-lui des beaux habits. » Alors sa cour est allée au-devant du maître pauvre, on l'a habillé comme un prince. Et le roi l'a invité à faire la promenade avec sa fille. Et le marquis de Carabas avait de l'allure. Et la fille s'en est aperçue, elle lui a fait les yeux doux. Et pendant ce temps-là, le chat, lui, était parti à l'avant. Il est allé dans les champs, il a dit à tous les paysans qu'il voyait travailler, si on vous demande à qui appartiennent ces champs, dites, c'est au marquis de Carabas, sinon il pourra vous en coûter cher. Quand le carrosse du roi est passé devant les champs, le roi a demandé, à qui sont ces champs que vous travaillez? C'est au marquis de Carabas. Oh, a dit le roi, vous avez, marquis, de bien beaux champs qui semblent bien donnés. Eh oui, c'est vrai, a dit le marquis de Carabas, le maître pauvre. Pendant ce temps-là, le chat botté était arrivé jusqu'au château de l'ogre, qui attendait des amis et qui avait un grand festin préparé.
Le chat s'est approché, il a dit « Monsieur l'ogre, je, je m'excuse de vous déranger, mais j'aurais une petite question à vous poser. Il paraît, d'après ce qu'on m'a dit, vous seriez capable de vous transformer en un lion, un animal énorme. » Oui, c'est vrai, a dit l'ogre, et je vais vous le montrer. Et d'un seul coup, là, il s'est transformé en lion. Ouh là, le chaboté a eu peur. Il a dit oui, j'y crois maintenant, hein, mais on m'a dit aussi que vous pouviez vous transformer en un tout petit animal. Et ça, je ne saurais le croire. En une souris, par exemple. Oui, c'est vrai, a dit l'ogre, et vous allez le voir. Et il s'est transformé en souris. À ce moment-là, le chat a sauté dessus et en une bouchée, il l'a mangé. Et puis, il est allé chasser tous les invités qui arrivaient en leur faisant peur. Et quand le carrosse du roi est arrivé, il a dit « Mais à qui est ce magnifique château ?» Le chaboté était sur le perron, il a dit « C'est au marquis de Carabas, majesté. » Alors on est entré, et le roi a vu que le festin était prêt pour lui, et toute sa cour. Ils ont mangé, ils ont bu, et le roi était tellement heureux qu'il a dit « Marquis, je ne serais pas ennuyé que vous soyez mon gendre. » Et comme le garçon et la fille se plaisaient, on les a fiancés, on les a mariés, ils se marièrent, ils eurent beaucoup, enfin je ne sais pas s'ils ont eu des enfants, je ne sais pas s'ils en voulaient. Peu importe l'histoire. Régis, quand il a eu fini de sécher les larmes de sa fille, il était heureux de lui avoir raconté cette histoire. Ils se sont mis à se promener, et il avait l'impression que l'histoire, elle lui parlait à lui. Mais oui, au fond, ces enfants du meunier, c'était un peu lui-même, c'était un peu tout le monde. On était tous celui qui a le moulin, c'est-à-dire qui hérite de ce qu'ont donné les autres avant. Tous ceux qui ont travaillé pour nous avant nous ont laissé leurs biens. Et puis nous avons l'âne, c'est-à-dire les outils pour travailler. Et puis nous avons le chat, c'est-à-dire la liberté de tout inventer. On est soi-même l'héritier de soi. Et en disant ça, il a pensé à la phrase qu'il avait entendue un jour, « On récolte ce qu'on sème ». Et il a eu la conviction maintenant que ce qu'il semait dans la vie, il le récolterait un jour en héritage. Et ça a donné un sens à sa vie, et il s'est dit, je ferai peut-être pas tout bien, mais maintenant j'essaierai de penser à donner du sens à ce que je ferai. Et il s'est senti mieux, et il s'est dit que ça allait lui prendre du temps. Après, ils sont allés faire un tour de manège avec sa fille, et il était heureux de l'avoir tournée, pleine de joie. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des ailes? Une araignée sur le plancher se tricotait des bottes. À l'enterrement de ma grand-mère, j'étais devant, j'étais derrière, j'étais derrière, j'étais devant, j'étais tout seul à l'enterrement.